Bonjour, l'objectif de cette nouvelle capsule vidéo est de comprendre comment, après la Seconde Guerre mondiale qui a tant traumatisé la France, comment la République française a été rétablie. Tout ceci se fait pendant la période entre 1944 et 1947. Rappel, nous avons vu dans la dernière capsule vidéo que finalement c'est très tôt, dès 1944, que le Conseil national de la résistance avait plusieurs objectifs. Rappelons-nous, libérer le territoire, chose est faite en 1944, je vous rappelle, grâce aux différents débarquements qui ont eu en France, mais n'oublions pas surtout aussi grâce au rôle très important de la résistance française qui a libéré une grosse partie du territoire français. Mais l'autre objectif du CNR, c'était de rétablir la République française qui avait été abrogée par le fait que le régime de Vichy avait mis en place un État totalitaire, autoritaire plus exactement, mais également donner des droits aux Français. Comment cela va-t-il se passer dans les faits? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Tout d'abord, qui dirige la France? Eh bien, je vous rappelle que depuis août 44, date à laquelle la ville de Paris a été libérée, c'est le gouvernement provisoire de la République française qui dirige la France. À sa tête, Charles de Gaulle, mais n'oublions pas que Charles de Gaulle n'est pas le seul, il est encadré des différents membres de partis politiques de toute tendance politique, gauche comme droite, mais également de différents syndicats. Ici, sur cette photo, sont représentés donc De Gaulle au centre, mais également les membres des différents partis politiques. Ensemble, tous ces membres du gouvernement vont tout faire pendant les années qui vont suivre de mettre en place le programme du Conseil national de résistance. Sauf que ce gouvernement a beaucoup de travail. Première action, eh bien, il est très important de rétablir l'ordre après l'épuration spontanée. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que après la libération du territoire en 1944, enfin avant même que le territoire soit complètement libéré, eh bien il y a beaucoup de vengeance qui se passe un petit peu partout dans la France. En effet, dès que l'on sait que les Allemands sont partis, que l'ennemi est parti, eh bien de nombreux Français n'hésitent pas à aller essayer de traquer les différents collaborateurs. Vous voyez devant vous cette photo-là de jeune femme. Si vous regardez de très près, cette femme elle a une croix gammée sur le front. Pourquoi? Eh bien parce que on considère que tous ceux qui auraient eu un rapport trop proche avec les Allemands, vous voyez ici comme cette fameuse femme qui aurait couché avec un certain Marc qui était un Allemand, eh bien pour montrer que c'était une traîtresse, que c'était une collaboratrice, on n'hésitait pas en fin de compte à les faire venir sur la place publique, à leur raser les cheveux et à leur faire une croix gammée à la place. Parfois, plus que de l'humiliation, on sait très bien que on a beaucoup recours au sang. On sait que même dans nos campagnes de Saône-et-Loire, les quelques collaborateurs ont pu être fusillés par les autres Français. On peut comprendre une telle réaction, mais le gouvernement provisoire ne veut pas de telle action parce qu'il sait très bien que ça risque de créer une situation encore plus confuse qu'elle ne l'était. C'est la raison pour laquelle l'une des premières actions du gouvernement provisoire, dans la fin de l'année 1944 et 1945 surtout, c'est de mettre en place non plus une épuration spontanée, mais une épuration légale. En d'autres termes, il faut que les collaborateurs soient jugés dans des procès. La plupart du temps, les collaborateurs sont jugés donc en fait pour trahison, pour collaboration. Et donc, comme vous le voyez, on voit que les exécutions, c'est pas ce qui a été donné le plus en fin de compte à ces anciens collaborateurs. Bon, tout de même 10 600 ont été exécutés, mais vous voyez par l'épuration spontanée, mais beaucoup moins par l'épuration légale. La plupart, en fin de compte, seront forcés à des travaux, à des peines de prison, et puis surtout à la perte de droits civiques. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils n'auront pas droit ni d'être élus, ni de pouvoir voter. Donc tout ceci pour ramener un petit peu le calme, même si au départ c'est pas très bien compris par certains Français, en tout cas ça aura le mérite de ramener le calme. Une fois le calme à peu près rétabli, il faut bien savoir de ce qu'on va faire de celui qui a mis en branle tout ceci, à savoir de Pétain. Eh bien, Philippe Pétain, comme vous le voyez très bien, est jugé ici en 1945, en août 1945. Il est jugé pour plusieurs choses, il est accusé de plusieurs choses, d'avoir donc en fait signé l'armistice un petit peu trop rapidement, d'avoir fait un abus de confiance à la nation, et puis surtout à cause de lui d'avoir trahi, d'avoir collaboré, et à cause donc en fait de ces décisions, que des Français aient été déportés, que d'autres aient été fusillés. Sur le coup, après ce procès qui a eu lieu en août 45, le maréchal Pétain normalement est accusé donc en fait à la peine de mort, mais on sait que par la suite, ça sera donc transformé en détention à perpétuité par le général de Gaulle, donc il ne sera pas condamné à mort, il sera obligé de s'exiler sur une île au large de la France, l'île Dieu.
Deuxième chose très importante, c'est que, ce que doit faire également le gouvernement provisoire, c'est de tout de suite rétablir la République. Et on voit très bien que dès le mois d'août 1944, aussitôt donc en fait, Paris libéré, aussitôt le régime de Vichy donc en fait est déclaré complètement illégal. Toutes les lois qui ont été prises par le régime de Vichy sont annulées. Par exemple, le STO est annulé, par exemple, le statut des Juifs est annulé, et la République donc sera rétablie. Autre action donc en fait du gouvernement provisoire, maintenant que la République est rétablie, même si une constitution n'est pas écrite, eh bien il va falloir prendre de grandes réformes sociales. Il est très important parce que ce que veut le gouvernement provisoire fidèle, donc en fait je vous rappelle au Conseil national de la résistance, c'est donc de remercier ceux qui ont joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de faire en sorte qu'on retrouve une certaine égalité, puisque les valeurs de liberté, égalité, fraternité sont mises en place. Pour ceci, eh bien, plusieurs choses sont faites, et notamment la sécurité sociale. La sécurité sociale, comme vous le voyez ici, a été créée en 1945. C'est un système typiquement français qui existe toujours aujourd'hui. C'est un système unique au monde qui permet donc en fait que tous les mois, tous les Français salariés cotisent à la sécurité sociale, ainsi que les patrons. Et avec ces cotisations, on a donc de l'argent qui permet de se faire rembourser les frais médicaux, mais également l'assurance vieillesse, l'assurance chômage ou l'assurance maladie. Donc c'est un système qui est très important. Troisième action qui sera prise en place par le gouvernement provisoire, ça sera prendre des mesures économiques pour rétablir la situation. La situation économique en 1945 est dramatique. Est-ce qu'on peut la comparer à la situation qu'on va vivre après le Covid-19 ? Certainement. Cette situation est dramatique. Il faut bien vous dire que ce n'est pas parce que la guerre s'arrête le 8 mai 1945 qu'il n'y a plus de pénurie. Les pénuries vont rester nombreuses pendant pas mal de temps. Encore pendant 1 ou 2 ans, il faudra encore servir des tickets de rationnement. Mais surtout, toute l'économie est désorganisée puisque les usines, en fin de compte, ne fonctionnaient pas trop, ou les usines, en fait, elles fonctionnaient pour les Allemands. Donc, quelles décisions sont prises ? Eh bien, déjà, on veut aussi punir les entreprises qui ont collaboré et qui ont profité de la guerre pour s'en mettre plein les poches, comme par exemple les usines Renault. Donc, pour pouvoir contrôler un peu l'économie, eh bien, l'État va procéder à ce qu'on appelle des nationalisations. Ça veut dire que c'est l'État qui devient propriétaire de nombreuses entreprises, donc ce sera des entreprises qui vont devenir des entreprises publiques, les mines de charbon, l'électricité, ça va devenir EDF, le gaz, ça veut devenir GDF, alors EDF, ça veut dire Électricité de France, Gaz de France, Renault, mais également des banques et des assurances qui seront donc nationalisées, contrôlées directement par l'entreprise. Cette affiche ici vous montre comment l'entreprise Renault donc, est devenue pendant un temps une entreprise contrôlée directement par l'État. Quatrième action, eh bien, ce gouvernement provisoire, après avoir puni les collaborateurs, après avoir supprimé le régime de Vichy, après avoir fait des réformes sociales, après avoir fait des réformes économiques, eh bien, veut vraiment retourner la démocratie et l'inscrire. Donc, c'est le retour de la liberté et l'égalité pour les Français. La liberté de presse, qui était interdite sous le régime de Vichy, est rétablie. La liberté de penser aussi. Et puis surtout, très très grande nouveauté, pour la première fois en France, on a ce qu'on appelle le suffrage universel. Jusqu'alors, on avait le suffrage universel masculin. Là, cette fois-ci, pour la première fois, tout le monde va pouvoir voter, les femmes y comprises. Eh bien oui, les femmes, beaucoup de femmes s'étaient illustrées pendant la Seconde Guerre mondiale en étant résistantes. On a pu parler par exemple de Lucie Aubrac. C'est la raison pour laquelle ces femmes, pour la première fois, vont pouvoir voter dès 1945. Enfin, dernière mission donc en fait de ce gouvernement provisoire, ça sera donc d'écrire une nouvelle constitution. Vous avez bien compris que ce gouvernement est provisoire, c'est-à-dire que c'est simplement pendant ces 2 années de fin 44 jusqu'à fin 46 que ce gouvernement provisoire va prendre des mesures, mais il faut vraiment écrire une constitution pour rétablir une nouvelle république, une nouvelle 4e république, puisque les Français veulent une nouvelle république. Ceci sera chose faite en 1946. Cette constitution va donc bien reconnaître tous les droits et les libertés que le gouvernement provisoire a mis en place. Et comment va fonctionner la République ? Ça sera bien quelque chose de républicain. Vous voyez bien que vous avez une Assemblée nationale et un Conseil de la République, que les pouvoirs sont séparés, qu'il y a un président de la République. Seulement, ce président de la République, vous voyez, il n'a pas tellement de pouvoir. Il est élu encore directement par l'Assemblée nationale. Il est aidé d'un président du Conseil qu'on appelle un Premier ministre, mais c'est surtout l'Assemblée nationale et le Conseil de la République qui ont beaucoup de pouvoir. Donc voilà comment est rétablie cette 4e République. Elle est proposée aux Français par référendum.
Fin 1946, les Français disent oui, nous acceptons cette nouvelle constitution. Donc ça veut dire que puisqu'il y a une nouvelle constitution, pour la première fois, les Français vont pouvoir revoter pour pouvoir choisir indirectement un président, ce qui sera chose faite en 1947. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, eh bien le premier président ne sera pas Charles de Gaulle, mais sera le président Vincent Auriol. En effet, Charles de Gaulle n'accepte pas cette constitution de la 4e République. Il estime que le président de la République devrait avoir plus de pouvoir. Il préfère donc en fait quitter la scène politique pour l'instant. C'est le début de la 4e République. Que se passera par la suite? Nous le verrons dans une prochaine capsule vidéo.